Bonjour à toutes et à tous pour ce second webinaire sur l'appel à projet FSE+, lancé par l'Avise. Alors, on va encore attendre 2-3 petites minutes que tout le monde puisse se connecter correctement. Et pour votre bonne information, ce webinaire sera enregistré afin d'être diffusé sur la page YouTube de l'Avise. Bonjour. À toutes et à tous pour ce webinaire de présentation de l'appel à projet FSE+, soutien au changement d'échelle au niveau national de projets à impact social qui sont portés par des entreprises de l'ESS. Donc, ce webinaire il a plus vocation à parler du dossier sur ma démarche FSE+. Si je reprends très rapidement, pour toutes vos questions, on vous invite vraiment à les poser dans l'onglet Q&R pour pouvoir y répondre et pouvoir les enregistrer. Et après, si vous avez des difficultés techniques au niveau du son ou de l'image, n'hésitez pas directement à envoyer un message dans le chat. Donc pour ce webinaire, je vais commencer. Donc moi, Anthony Carry, chargé de mission, c'est un organisme FSE, par une rapide introduction. Puis ensuite, je passerai la main à mon collègue Michael, responsable du pôle consolidation et changement d'échelle. Lancement. Du coup, je suis l'adjointe à la responsable de l'OI FSE+. On va attendre juste quelques minutes puisque c'est lui qui partageait. Et sinon, je reprendrai la main. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. On a eu un petit bug technique. Anthony est en train de revenir. On va reprendre tout de suite. Oui, vraiment désolé, il y a une coupure réseau d'un seul coup qui s'est effectuée. Donc je vais reprendre et repartager l'écran. Donc normalement mon écran est partagé. Donc bon, je vais reprendre, hein. Donc les fonds européens structurels, donc la Commission européenne en avait lancé 5, donc le FSE+, sur lequel on va discuter aujourd'hui, le FEDER, qui est plus un fonds de développement régional, le FEADER sur les questions agricoles, le FEAMPA sur les questions maritimes, et le FTJ, le fonds de transition juste, qui lui concerne certaines régions dans l'Union européenne. Donc l'objectif global de ces fonds structurels, c'est vraiment de réduire les écarts de développement entre les différentes régions des États membres de l'Union européenne, afin de s'inscrire et de continuer la croissance au sein des États membres. Le FSE+, quant à lui, soutient trois grandes priorités. L'accès à l'emploi, c'est pour cela que chaque projet aura cette globalité finale d'accès à l'emploi. Ensuite, d'accès à l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie. Et enfin, l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. La Commission européenne a aussi fixé des objectifs d'ici 2030 pour une Europe plus sociale, donc avec un taux d'emploi à 78% dans toute l'Union européenne, une formation pour au moins 60% des adultes chaque année, une réduction de la pauvreté de 15 millions de personnes d'ici 2030, dont 5 millions d'enfants, et enfin une réduction des gaz à effet de serre de moins de 55% d'ici 2030, afin d'atteindre un bilan carbone neutre d'ici 2050. Excusez-moi, ça va revenir. Voilà. Donc, pour plus d'informations sur le FSE+, l'Avise a créé et partagé un guide pratique en 2022 qui est disponible sur le site de l'Avise. Je vous invite à le lire et à le regarder si jamais vous ne l'avez pas fait. Et il détaille vraiment toutes les règles FSE et comment monter un dossier sur ma démarche FSE+. Et là, je cède la parole à mon collègue Mickaël qui va rappeler rapidement les objectifs de l'appel à projet. Merci Anthony. Bonjour à toutes et à tous. Michael Barr, je suis responsable du pôle consolidation et changement d'échelle à l'Avise. On avait fait un premier webinaire en juillet pour bien détailler la philosophie de cet appel à projet, ce qu'on entend par duplication, fertilisation. Donc voilà, là l'idée c'est de faire un rapide récap, juste en 2-3 slides de ce qui a été dit lors du premier webinaire de juillet. Mais si vous n'avez pas pu être parmi nous en juillet, il y a un replay de ce webinaire qui est sur YouTube, donc je vous invite à le redécouvrir. Vous aurez une version plus étendue de ce que je vais redire ici, et si vous étiez déjà là, voilà, ça fera une révision avant de passer à la suite, puisque ce webinaire est plus dédié aux aspects FSE de l'appel à projet. Donc, en quelques mots, cet appel à projet vise à soutenir le changement d'échelle de structure de l'ESS au niveau national, hein. On est vraiment sur un scope national, sur deux défis en particulier. Le premier étant l'économie circulaire. Donc là-dessus, on se base sur le référentiel de l'ADEME, comme précisé dans l'appel à projet et dans le dernier webinaire. Et le deuxième défi possible, c'est celui de la ruralité. Donc
Là-dessus, on se base sur le référentiel de la NCT. Et donc, quand on précise défi, ça veut dire que le projet que vous déposez au sein du FSE et qui fait l'objet d'un essaimage doit répondre à un de ces deux enjeux. Bien sûr, ça peut être les deux, mais nous, ça fait pas de points bonus entre guillemets si vous êtes sur les deux enjeux à la fois. L'idée, c'est que pour des questions d'éligibilité, ça répond au moins à un de ces deux enjeux. Une fois qu'on a dit ça, les actions attendues, ce qu'on entend par changement d'échelle et surtout essaimage, ça va être des actions de duplication ou de fertilisation. Donc ça, dans notre jargon à vide, si on reprend les termes duplication, ça va être d'aller dans de nouveaux territoires au sens région administrative, hein, dans cet appel à projet, en allant déployer des antennes, en déployant des franchises, voilà, qu'importe la méthode, mais en tout cas structurer, développer, piloter au niveau national le fait de décliner votre innovation sociale, votre projet de SS dans de nouveaux contextes territoriaux, alors que sur les enjeux enfin, sur la méthode pardon, de fertilisation, on va plutôt être sur des logiques de transfert. Donc les deux sont éligibles, hein. Nous, on est assez agnostique sur la manière dont vous y prenez pour développer votre projet dans de nouveaux territoires, que ce soit en y allant, en transférant votre savoir-faire. Et puis, il y a plein de cas différents possibles entre les deux. Il peut y avoir des stratégies hybrides aussi, hein. Donc, voilà, nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est pourquoi, comment vous y prenez, c'est quoi votre stratégie pour essaimer votre projet dans de nouveaux territoires, que ce soit en y allant en par vous-même, entre guillemets, ou en transférant. Et en transférant, peut vouloir dire mettre en place des actions, développer un kit de transfert, des formations, etc. Donc, tout ceci est éligible, c'est ce qu'on cherche à financer. Et je viens à la slide suivante, s'il te plaît. Pour faire le tour des sujets d'éligibilité, les structures pour répondre à cet appel à projet doivent être des entreprises de l'ESS au sens de la loi 2014. Donc, quand on dit entreprise de l'ESS, c'est tout ce qu'il y a dans la loi, association mutuelle coopérative, entreprise à statut commerciaux de l'ESS, fondation, voilà, SIE, etc. Sur les aspects temporels, on est sur des actions entre 12 et 24 mois à partir du 1er janvier 2026, hein, et donc qui se clôturera 2027 avec possibilité d'étendre par voie d'avenant jusqu'à 2028. Sur les aspects géographiques, on a déjà un petit peu parlé. On est sur un appel à projet de dimension nationale. Donc ça, c'est très important quand on parle d'essaimage, puisque l'objet, c'est bien de financer, on peut l'appeler de différentes manières, la tête de réseau, l'entreprise mère, en tout cas l'activité au niveau national de développement, d'animation de réseau, voilà, et pas les opérations qui se passent sur les territoires. Donc ne sont pas éligibles tous les postes, toutes les personnes qui vont travailler au niveau du territoire sur l'aspect opérationnel une fois que vous avez déclenché l'action sur un nouveau territoire, par exemple, ou si vous êtes déjà implanté sur un territoire, cet appel à projet ne vise pas à financer le temps passé, le développement d'une antenne, de votre projet sur tel territoire. On est vraiment sur l'effort au niveau national pour essaimer, pour aller consolider, développer dans de nouveaux territoires. Au niveau financier, on est sur un minimum de FSE de 100 000 euros avec un taux de cofinancement au maximum de 40%. Ce qui veut dire que le montant minimum de coût total du projet est de 250 000 euros. Donc ça, c'est le plancher du projet que vous pouvez déposer euh, pour cet appel à projet FSE, sachant que notre enveloppe totale pour cet appel à projet est de 10 millions d'euros. Et donc pour terminer, voilà, je ne ferai pas plus long. L'idée là, c'était pas de revenir en long et en large sur l'appel à projet. Donc n'hésitez pas à regarder l'autre webinaire du 9 juillet si vous n'y étiez pas ou si vous avez des questions par rapport à tout ça. Il est disponible sur YouTube sur l'adresse qui se trouve ici. Bien sûr, s'il y a quand même des petites questions-réponses, des petites questions pardon, sur l'aspect éligibilité, vous pouvez les mettre dans l'onglet Q&A. On essaiera d'y répondre au mieux. Et je cède la parole du coup à Anthony et Evelyne pour la partie FSE. Merci Mickaël. Donc là, on va rentrer vraiment sur la partie sur ma démarche FSE+, donc comment créer son compte déjà sur ma démarche, et ensuite bah, créer et renseigner sa demande de subvention.
Donc la plateforme Ma Démarche FSE se présente ainsi. Donc tout d'abord pour celles et ceux qui n'ont pas commencé de dossier, il va falloir que vous vous inscrivez via le lien donc info EFP Connect pour ensuite donc créer votre compte. Une fois que vous avez votre compte créé, vous arrivez donc sur la plateforme, le système d'information Ma Démarche FSE+. Le premier réflexe à avoir avant de commencer sa demande de subvention à proprement parler, c'est de compléter et aussi de mettre à jour si ça n'avait pas été fait, votre fiche établissement, donc dans laquelle vous allez renseigner un peu toutes les informations administratives et générales de votre structure, son statut juridique, son adresse, son représentant légal, ainsi que son numéro de téléphone, un numéro 106, et ensuite les aides publiques que vous avez perçues sous les 3 dernières années, quelle que soit leur forme. Une fois que vos informations générales sont complétées, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans la partie opération, où là, vous allez pouvoir créer une ou plusieurs demandes de subvention. Donc, comment ça se présente une fois que vous voulez créer une demande de subvention? Donc, vous avez un premier menu un peu déroulant de généralité, sur lequel vous choisissez donc le programme FSE+. Vous sélectionnez le volet national, parce qu'on s'inscrit sur un appel à projet à dimension nationale. Vous choisissez donc l'appel à projet en question, son dispositif, donc l'appel à projet soutien au changement d'échelle, ainsi que ses marges sur le dispositif 4.A.2. Puis là, vous renseignez votre intitulé d'opération, ses dates de début et de fin, et ensuite le périmètre géographique. Donc à nouveau, vous choisissez France entière. Une fois que tous ces champs sont complétés, on rentre dans la partie plutôt projet. Donc la demande de subvention se présente ainsi. Donc il y a les sous-onglets, donc projet, plan de financement et validation. Donc dans la partie projet, vous allez devoir compléter ces sous-parties, donc sur la contenu finalité, la viabilité financière de votre projet, et les ressources publiques perçues vont directement être reprises de votre fiche établissement. Donc, quand vous rentrez dans la partie contenu et finalité, vous avez donc plusieurs questions qui s'ouvrent. La première parle plutôt du contexte, donc dans lequel s'inscrit votre projet. Dans cette question-là, on vous demande vraiment de faire un diagnostic de la situation, comment donc vous avez identifié un besoin qui n'est pas couvert ou peu couvert dans le cadre de votre changement d'échelle, les enjeux que vous avez identifiés, les problématiques ou bien les sollicitations que vous avez reçues sur les différents territoires, et comment votre projet va apporter une réponse à ce besoin au travers l'année ou les 2 années du projet. Donc là-dessus, vraiment, vous n'hésitez pas à problématiser ou à identifier vraiment pourquoi vous avez aussi choisi ces stratégies de duplication ou bien de fertilisation du projet. Et ensuite, n'hésitez pas à donner des chiffres clés, tout élément qui est bon pour votre dossier en fait et qui peut donner des billes pour votre dossier. Une fois que le contexte est présenté, vraiment on rentre sur la partie plutôt finalité et résultat de votre projet. Donc comment, suite à ce besoin mal couvert et identifier votre projet en 1 an, 2 ans et par la suite, après le soutien FSE, pourra répondre à ce besoin, donc sa pertinence par rapport à ce qui a été dit juste avant. Là-dessus, on attend aussi vraiment beaucoup de résultats qui soient qualitatifs sur l'impact du projet, où il est essaimé, enfin comment ça fait grandir votre structure ou apporter les outils, et ensuite quantitatif avec le nombre de livrables créés, le nombre de structures qui vont être créées si votre projet est sur une duplication, ou combien d'outils vont être ensuite transférés. Donc le projet il doit toujours répondre d'une manière transversale ou directe à une finalité en termes d'emploi et d'insertion. Donc là, on part sur une partie plutôt contenu. Donc les trois premières parties ne doivent pas être un peu une redite. Il faut vraiment faire ce distinguo entre contexte, apporter les éléments. Et là, le contenu, c'est vraiment décrire votre projet, en fait, sa duplication ou sa fertilisation. Et donc reprendre synthétiquement ce que vous voulez monter pendant ces 2 années, les parties prenantes de votre projet, donc si vous avez des partenaires identifiés déjà, et ensuite tous les bénéficiaires du projet. Enfin, dans la partie action, ce qu'on attend plus, puisque vous avez déjà un petit peu détaillé ce que vous allez monter, c'est plutôt la conception, la structuration de votre projet, les livrables que vous avez créés, les référentiels produits, ainsi que aussi, également les actions de capitalisation et de diffusion au niveau national. Et enfin, une partie donc calendrier sur laquelle vous allez devoir indiquer le rythme de votre projet. On attend plutôt un calendrier trimestriel pour pouvoir avoir une vue assez exhaustive des actions qui vont être menées tout au long des 2 années du projet. Ensuite, là, on rentre sur des questions plutôt FSE. Donc, vous aurez une question sur les principes horizontaux, parce que donc, tout projet FSE doit répondre à l'un de ces 3 principes horizontaux, donc l'égalité entre les femmes et les hommes, l'absence de discrimination et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a 2 possibilités de réponse, on va dire, sur ces questions-là. C'est soit votre structure, par son objet et sa nature, répond à ces 3 principes, ou soit le projet, dans le cadre du projet, vous allez répondre aussi à ces 3 principes. L'important, c'est de montrer comment votre structure, votre projet, donc, tant pour la réussite de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou bien l'absence de discrimination,
ou pour les personnes handicapées. Donc là-dessus, il faudra expliquer aussi ce que vous avez mis en place, ce que vous mettez en place, et apporter un livrable, enfin un élément qui permet de justifier cela. Donc on a mis quelques exemples rapides. Donc par exemple, si vos salariés bénéficient d'actions de sensibilisation ou de formation sur l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, vous pouvez le mentionner ainsi que soumettre le support qui a été utilisé pendant cette formation. Ensuite, si vos locaux sont accessibles au PMR, vous pouvez également justifier ça par une photo de la rampe d'accès ou de l'ascenseur. Et aussi sur le FSE, donc il y a une question sur les participants. Donc nous, la VIS, quand on lance des appels à projets, nos appels à projets ne comportent pas de participants au sens du FSE, donc on vous invite vraiment à mettre non à cette question. Donc là, on était plutôt sur la partie contenu projet. Donc là, on rentre dans le sous-onglet viabilité financière et capacité de mise en œuvre. Donc dans ces questions-là, vous allez devoir d'abord expliquer si vous avez, répondre, pardon, si vous avez une comptabilité analytique ou non, puisque ça sera demandé par les instructeurs au moment de l'instruction en fait, du projet. Puis ensuite, donc, vous allez devoir aussi expliquer les moyens humains et administratifs qui vont être mis en place dans le cadre du projet, puisque donc, un projet FSE demande un suivi tout au long de la vie du projet, et pour préparer les bilans et pour faire le lien avec l'équipe instructeur et contrôle. Donc là, il va falloir que vous indiquiez là où les personnes qui seront en charge de ce suivi, donc ça peut être le responsable administratif par exemple. Donc ses fonctions, ses missions, le temps qui va passer, enfin le temps que le salarié ou les salariés vont passer pour le suivi administratif, et aussi indiquer si ces personnes ont déjà l'expérience des fonds européens ou du FSE+. À noter que les personnes qui vont être valorisées et les temps qui vont être valorisés dans le suivi administratif du projet ne devront pas être valorisés en dépenses directes de personnel. Ça, ce sera ma collègue Émilie qui en parlera un peu plus en détail. Et donc ensuite, une fois les moyens administratifs présentés, vous allez devoir donc présenter là les moyens humains qui sont affectés à la mise en œuvre de votre projet, donc de duplication et de fertilisation à l'échelle, en précisant donc le nom, prénom des salariés qui vont participer, leurs fonctions, le temps qu'ils vont passer sur le projet. Pour rappel, on n'accepte pas des temps qui sont inférieurs à 30% du temps de travail des salariés, et les temps doivent être mensuellement fixes. Vous devez bien évidemment détailler ces informations, donc les actions et le temps passé par année par salarié. Et également joindre, si vous avez par exemple déjà recruté les salariés, les contrats de travail ou les CV, ou bien une fiche de poste qui présente un peu les missions que vont effectuer ces salariés dans la structure. Vous allez aussi devoir lister toutes les catégories de dépenses qui sont nécessaires à la réalisation du projet, donc mis à part les dépenses purement salariales. Donc il y aura aussi les personnes qui ne sont pas déclarées dans la mise en œuvre opérationnelle du projet, tous les coûts de fonctionnement ou bien tous les coûts de prestation. Et ce, même si vous choisissez le taux forfaitaire de 40%. Ensuite, on vient sur la question des justificatifs, donc parce que dans les projets FSE, vous allez devoir justifier la bonne réalisation du projet via un certain nombre de livrables. Donc, on a mis une liste non exhaustive des livrables qui sont possibles à transmettre. Donc, les feuilles d'émargement ou les extractions de listes de participants à vos réunions, visio ou ateliers dans le cadre du projet. Tous les livrables produits, donc les guides, les analyses, les fiches pratiques, ainsi que les supports de présentation et de communication du projet. Et également un certain nombre d'échanges de mails, d'invitations à des événements dans le cadre du projet. L'important là, c'est comme on s'inscrit sur un temps long de 2, voire 3 années via l'avenant, c'est bien évidemment d'avoir ce réflexe d'archiver directement tous les justificatifs qui sont liés au projet, anticiper cette conservation afin de préparer au mieux les bilans, parce que donc l'absence de justificatif de réalisation pourrait entraîner un rejet de la dépense et du remboursement du FSE+. Ensuite, on passe donc, il y a une question qui est plus sur la partie des collectes des données, donc le suivi des entités. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, on a donc deux collectes à effectuer, donc le nombre de micro, petites et moyennes entreprises qui bénéficient d'un soutien, et ensuite le nombre de structures ayant bénéficié d'un appui de la tête de réseau. Bon, ces éléments sont communs à tous les projets FSE+, donc l'important c'est donc de compléter à ce stade, en septembre 2025, vous pouvez mettre un nombre prévisionnel, donc c'est le nombre de structures que vous souhaitez peut-être essaimer ou bien accompagner. Et le chiffre peut être à peu près le même ou peut se compléter entre les deux indicateurs. Et enfin, on a la partie sur la publicité, donc très importante pour l'Union européenne, parce que donc, dans le cadre du projet européen, vous allez devoir respecter certaines obligations en matière de publicité, donc afficher sur différents éléments le drapeau de l'Union européenne et la mention cofinancée par l'Union européenne. Donc ça sera sur l'ensemble des livrables, donc sur tous les justificatifs de réalisation qu'on a parlé donc juste avant, les guides, les supports, les affiches.
ainsi que sur la signature mail des salariés qui seront valorisés sur le projet, donc à la mise en œuvre vraiment opérationnelle du projet. Vous allez également devoir faire une description synthétique de votre projet avec le logo obligatoire sur votre site internet, ainsi qu'un post sur les réseaux sociaux si vous en avez et que vous les utilisez. Et enfin, dans le cadre du projet, vous allez devoir mettre une affiche donc de format A3 dans les locaux, mais là-dessus, il y a aussi un lien qui permettra de générer directement ces logos et ces affiches. L'important à ce stade du dépôt, c'est de montrer que vous avez bien compris qu'il y aura cette obligation de publicité. Et si vous avez déjà peut-être par le passé bénéficié d'un soutien de l'Union européenne, de montrer des justificatifs qui avaient été produits dans le cadre de précédents projets. Et enfin, je cède la parole à ma collègue Emeline pour le plan de financement. Oui, merci Anthony. Je vois déjà quelques questions. Je ne sais pas si on peut y répondre maintenant. Euh, donc, il y a une première question un peu sur la logique de consortium de Lucie, donc qui demande si on peut à la fois déposer un dossier donc avec des actions menées directement par l'ASSO et d'autres actions menées par d'autres membres. Donc, pour cet appel à projet, les consortiums ne sont pas éligibles, malheureusement, parce qu'on avait eu l'info un peu trop tard. Donc, en fait, en soi, c'est possible de le faire sans du coup passer par cette consortium. Donc, on a ce qu'on appelle des mises à disposition de dépenses de personnel. Donc, si vous choisissez le forfait 40%, où vous pouvez du coup, enfin, des structures prêteuses peuvent mettre à disposition des personnels dans votre structure. Pour le coup, les dépenses de prestation devront pas être justifiées et rentreront du coup dans le forfait de 40%. Voilà, donc ce ne sera pas directement indiqué comme c'est décrit par vous, Lucie, mais en soi, si c'est bien indiqué dans votre demande de subvention et dans le contenu du projet, c'est quelque chose qui est possible. Peut-être, Émilie, je veux bien rajouter un complément parce que c'est une question qu'on a quand même très souvent. Ouais, ouais. Effectivement, nous, on est sur une logique de projet national pour changer d'échelle et s'aimer. Et je disais tout à l'heure que c'est pas possible de financer les opérations au niveau d'un territoire. Par contre, ça arrive souvent que des personnes qui travaillent sur une antenne, un territoire, ont mis à disposition du projet d'essaimage au niveau national parce qu'ils ont une compétence Mm, particulière, voilà. mm. Ça peut rentrer effectivement dans le plan de financement. Donc, et si c'est des structures juridiques différentes qui font partie de votre réseau, c'est effectivement la logique de mise à disposition qui peut être utilisée. C'est ça. Euh, donc en fait, juste l'idée, c'est que c'est pas du coup sous forme de prestat comme on le comprend d'habitude, mais du coup, ce serait plutôt des dépenses de personnel mises à disposition plutôt. Ensuite, on va avoir quelques questions sur les dépenses et le budget. Donc ça, je propose qu'on y réponde plus tard, puisqu'on va avoir tout un sujet sur le plan de financement. Et ensuite, Mickaël, il y a une question du coup sur la stratégie d'essaimage. Je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou plus tard. Oui, je peux y répondre. Donc la question qui est posée, c'est une structure qui a une stratégie à la fois avec un volet duplication et un volet fertilisation. Et la question, c'est est-ce qu'il faut déposer deux dossiers? La réponse est non. En fait, nous, on veut analyser votre projet au global qui cherche à se déployer dans de nouveaux territoires. Et les stratégies, c'est la méthode que vous allez utiliser. Donc, s'il y a un volet à la fois duplication et fertilisation, on reste dans le même projet, a priori, de déployer ce projet dans de nouveaux territoires avec deux outils différents que sont la duplication et la fertilisation. Donc ça, on va l'analyser au global et pas besoin de déposer deux dossiers, ça rajouterait plus de confusion qu'autre chose, je pense. Très bien. Bah, du coup, je propose de commencer la partie sur le plan de financement, sachant que les questions du coup sur la mise à disposition, etc., j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Euh, alors, donc du coup, sur ma démarche FSE, quand vous allez faire votre demande de subvention, vous allez avoir une partie ensuite sur le plan de financement. Donc, toutes les dépenses prévisionnelles que vous allez déclarer, elles doivent être directement liées et nécessaires à l'opération cofinancée. Et seuls les profils de financement prévus dans l'appel à projet, donc qui sont le forfait à 40% et le forfait à 15%, peuvent être sélectionnés.
Donc la première question, ça va être la structuration. La structuration, donc du coup, c'est ici que vous allez devoir choisir votre forfait. Donc pour les forfaits, on a eu énormément de questions dessus, donc je propose qu'on fasse un petit point un petit peu plus détaillé. Donc là, pour cet appel à projet, on a deux profils qui sont ouverts. Donc on a le taux forfaitaire de 40% des dépenses et le taux forfaitaire de 15% des dépenses de personnel pour calculer les dépenses indirectes. Si tu passes la presse d'après. Donc ensuite, je vais revenir après sur les différents. Enfin, voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, tout dépend en fait des dépenses engendrées par votre opération. Donc, si votre opération est mise en œuvre majoritairement par biais de votre masse salariale en interne, on ne peut que vous conseiller de partir sur le taux forfaitaire de 40%, puisqu'en fait, vous allez devoir justifier que les dépenses directes de personnel. Sachant que du coup, dans ce taux forfaitaire de 40%, vous pouvez aussi justifier des dépenses de personnel mises à disposition. Donc du coup, des salariés qui viennent d'autres structures et qui travaillent pour l'opération. Si par contre, votre projet est mis en œuvre majoritairement par voie externe, donc par le biais de dépenses de prestations externes, euh, on vous conseille de partir sur le taux forfaitaire de 15%, puisque en fait la base de dépenses éligibles de votre projet ne sera pas seulement les dépenses de personnel, mais les dépenses de fonctionnement et de prestations. Donc ensuite, sur ces trois postes de dépenses, donc personnel, fonctionnement, prestation, ça va vous faire un global. Sur ce global, on va prendre 15% et du coup, sur ces 15%, ça va être les dépenses dites indirectes, donc qui sont difficilement justifiables. Donc, par exemple, ça va être la part d'électricité liée au projet, etc. etc. Mais du coup, le taux forfaitaire de 15%, j'insiste pour dire que c'est un taux forfaitaire qui nécessite beaucoup plus enfin, qui a une charge administrative beaucoup plus importante, puisque vous allez devoir justifier les dépenses de fonctionnement et de prestations. Et donc, ça veut dire fournir les devis, les factures, les acquittements, etc., etc. Tandis que le taux forfaitaire de 40% des dépenses de personnel, vous allez justifier in fine que fournir les bulletins de salaire, etc. Voilà. Donc en fait, nous, dans tous les cas, si vous avez le moindre doute sur le forfait que vous allez devoir appliquer, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On peut faire des simulations avec vous. Mais voilà, donc il faut vraiment réfléchir par cette logique, donc se poser la question de savoir quels coûts en fait sont engendrés majoritairement par mon opération. Euh, donc si vous avez d'autres questions un petit peu plus précises, je vous invite à les poser dans questions et réponses. On pourra revenir tout à l'heure. Donc pour les dépenses directes de personnel, qu'est-ce qu'on entend par dépenses directes de personnel? Donc ça va être le salaire brut chargé des personnels spécifiquement mobilisés pour la mise en œuvre du projet. Et donc ça inclut donc les rémunérations des personnels internes à la structure ou externes. Donc comme je le disais avant, ça peut être le personnel mis à disposition par un tiers, donc, et uniquement bien sûr si la rémunération est supportée par la structure porteuse de projet. Donc, dans la base salariale chargée, vous allez mettre le salaire brut annuel, plus les charges patronales annuelles, plus les traitements accessoires. Par traitement accessoire, on entend ticket resto, transport, etc. Pour justifier cette base salariale chargée, vous allez devoir donc fournir les bulletins de paie mensuels, le contrat de travail ou la fiche de poste, la convention collective ou accord d'entreprise. Donc, du coup, s'il y a des primes usuelles, sachant que du coup, les primes usuelles sont éligibles au FSE. Donc, et quand on parle de primes usuelles, on parle de primes du coup sur convention collective ou accord d'entreprise. Pour le taux d'affectation, donc pour cet appel à projet, le minimum est de 30%. Et du coup, pour justifier, donc on ne passe plus du coup sur les fiches temps et on est essentiellement, donc on est que sur l'aide de mission. Et donc, du coup, vous allez devoir fournir une lettre de mission individuelle signée à la fois par le salarié et par son responsable hiérarchique, ainsi qu'un contrat de travail.
Et donc, le taux d'affectation, donc c'est le temps passé sur le projet sur le temps total travaillé dans la structure. Pour remplir ces informations directement sur ma démarche FSE, donc vous allez avoir un tableau de dépenses directes de personnel qui est par année. Donc, faites bien attention à remplir à la fois enfin, en année 1 et en année 2. Donc vous allez indiquer le nom du salarié, sa fonction, donc la base de dépenses, donc qui est la base salariale chargée, donc avec rémunération complète. L'activité liée à l'opération, donc en unité, en heures et et la part de l'activité liée à l'opération, donc ça, c'est directement calculé par ma démarche FSE. Donc, selon en fait les données que vous allez mettre juste avant, donc sur l'activité liée à l'opération et l'activité totale. Et en bout de ligne, vous allez voir un endroit donc pour chaque ligne où déposer les pièces jointes. J'insiste aussi sur donc une ligne est égale une personne. Donc si par exemple vous avez 2 personnes sur le même poste mais qui intervient à différents moments de l'année, vous faites bien 2 lignes. Puisqu'en fait, nous, on fonctionne par une logique aussi, pièce justificative pour une personne. Donc en bout de ligne, comme ça, vous mettez bien les pièces justificatives liées à une personne et ce sera beaucoup plus clair après dans le plan de financement. Donc là, il y avait quelques questions du coup sur les justificatifs pour les salariés mis à disposition. Donc, pour ces salariés-là, donc ce que vous allez devoir fournir, c'est une convention de mise à disposition, donc qui indique bien un peu les conditions de mise à disposition donc, par la structure, donc le nombre d'heures pour la fonction, etc., etc. Les justificatifs de suivi du temps du salarié, donc c'est une lettre de mission, fiche poste ou contrat de travail, parce que parfois aussi dans les contrats de travail, c'est bien indiqué. Les bulletins de paie mensuels donc du salarié mis à disposition, donc qui vont justifier la base salariale chargée et les factures émises par la structure prêteuse. Et d'une autre part, donc les justificatifs d'acquittement des factures, donc les relevés bancaires ou les attestations du commissaire aux comptes, donc qui justifient que la structure porteuse de projet a bien remboursé la structure prêteuse. Sachant que les factures relatives à la mise à disposition d'un salarié, elles doivent être acquittées au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l'opération. Et donc, les factures, elles doivent être émises en cours de projet. Bon, c'est globalement le cas, mais voilà. Pour cet appel à projet également, seuls les temps fixes sont éligibles. Donc, donc c'est en fait les taux d'affectation, c'est entre 30% à 100%, mais du coup, c'est fixe. On n'autorise plus les fiches temps. Euh, Voilà. Et également, du coup, les personnes, elles doivent être affectées au projet de manière opérationnelle. Donc ça, ça sera vérifié en instruction dans tous les cas. Mais ce qu'on entend par mise en œuvre opérationnelle, en fait, c'est vraiment les personnes qui participent au projet et non à la charge administrative liée au FSE ça, c'est un poste de dépense non éligible et qui rentre du coup dans les dépenses indirectes. Voilà et du coup, on indique aussi qu'il faut, au dépôt de la demande, joindre à minima le contrat de travail ou la fiche de poste pour, les recrutements. Ainsi qu'une lettre de mission, du coup, signée pour tous les salariés valorisés. Hem, pour, les autres dépenses, donc si donc vous partez sur un forfait à 15, donc en plus des dépenses directes de personnel, vous allez aussi devoir remplir, un d'autres tableaux, donc à la fois fonctionnement et ensuite prestations. Donc pour fonctionnement, par dépenses de fonctionnement, ce qu'on entend, donc c'est de la location matérielle, des frais de transport, d'hébergement, de restauration, etc. Et donc là, pareil, ça se présente comme ça. Vous allez mettre le type de dépense, la nature de la dépense, donc l'assiette et le taux nécessaire, sachant que ici, seules les dépenses imputables à 100% au projet pourront être valorisées. Donc si par exemple, sur une dépense de location, vous avez 80% qui est pour le projet FSE, ça, ce sera pas, ça passera directement en dépenses indirectes.
Euh, et la procédure d'achat, donc par exemple, donc ça c'est un peu les règles de la mise en concurrence classique, mais devis, si par exemple c'est une grosse dépense, il va falloir plusieurs devis, etc., etc. Euh, et donc ça doit être déjà fait au stade de la demande de subvention. Pour les dépenses de prestations également, donc ça peut être des dépenses de communication, de prestations, d'animation, de webinaires ou de choses diverses et variées selon votre opération, mais également bien indiquer l'objet, le détail, le prestataire sélectionné s'il a déjà été sélectionné. La procédure de mise en concurrence et la dépense liée à l'opération et la pièce jointe si du coup vous en avez, enfin si les achats ont déjà été réalisés. Je sais pas du coup, est-ce que on répond déjà à des questions sur les dépenses avant de passer aux ressources? Anthony, t'en penses quoi? Oui, on peut faire ça, hein. Donc, je vais reprendre un petit peu le fil des questions. Et après on passe aux ressources comme ça. Ça marche. Donc, on a une question. Donc, bonjour, est-ce que les dépenses de personnel RH peuvent constituer plus de 50% du budget total? Comme- Euh, je suis pas sûre d'avoir compris le budget total de l'opération, c'est ça? C'est comme ça que je le comprends. Donc, si je peux, enfin, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à re-questionner. Mais les dépenses des ressources humaines, donc nous on entend par ressources humaines le suivi administratif, ne font pas partie des dépenses éligibles en termes de dépenses directes de personnel. Elles font partie du forfait que Émile a expliqué. Après, si c'est donc des dépenses pour la mise en œuvre opérationnelle du projet et que ces dépenses-là font plus que 50% du budget total, c'est tout à fait autorisé et on vous orientera plutôt vers le choix du forfait de 40%. C'est ça. Ensuite, on avait une question sur la mise à disposition. Donc, ça, on y a répondu. Mais si c'est pas clair, Marion, je vous invite à reposter votre question. Euh, Concernant les dépenses de personnel, comment fait-on si la personne en charge du projet change? Faut-il faire un avenant dans ce cas? Alors, non. Donc, si par exemple, lors de la demande de subvention, vous aviez indiqué le nom et le prénom d'une personne sur le projet, mais qu'elle elle quitte la structure en cours de projet, donc il n'y a pas besoin de faire un avenant dans ces cas-là. Vous pouvez nous prévenir par mail et ensuite, en fait, lors du bilan d'exécution, vous pourrez mettre à jour la personne. Et donc, créer une ligne, parce qu'en fait, à chaque bilan d'exécution, vous avez la possibilité d'ajouter des lignes dans votre plan de financement et donc de mettre en conformité sur le réel. Pour un salarié prévu à 100% sur le projet qui a un contrat de travail d'auto-entrepreneur, faut-il le valoriser dans les dépenses de personnel ou dépenses de prestations externes? Alors, cette question, on l'avait déjà eue aussi. Donc, en fait, tout dépend, encore une fois, de la façon dont vous voyez les choses. Est-ce que, du coup, il s'agirait d'une mise à disposition? Donc, du coup, la structure prêteuse met à disposition ce salarié sur votre projet. Donc, si c'est bien une mise à disposition, du coup, il faut le valoriser dans les dépenses directes de personnel. En tout cas, je vois les choses un peu de cette façon. Je sais pas si... Oui, bah pour compléter, c'est vraiment la nature du type de contrat que vous avez avec la personne, donc en auto-entrepreneur, parce qu'on peut aussi l'entendre si habituellement Ouais, c'est ça. l'auto-entrepreneur, où il y a un contrat de prestation qui est fait avec votre structure, là, il passe vraiment en dépenses de prestation au sens du FSE. Donc là, c'est Mm. vraiment la nature du contrat qui vous lie avec la personne à 100%. Oui, c'est ça. En fait, si c'est une personne qui travaille sur votre projet, sur lettre de mission, etc., et qui fait pas une prestation ponctuelle, bah, du coup, on parle d'une mise à disposition. Euh, Les conventions de mise à dispo sont à faire signer une fois le projet accepté ou bien lors de son dépôt. Euh, je, je, je pense que c'est... En fait, les deux sont un peu acceptés.
Si vous pouvez la faire signer en fait dès maintenant, ça peut être bien. Sinon, en fait, on comprend aussi tout à fait que une fois le projet accepté, vous pouvez le faire, hein. Euh, Est-ce que toutes ces pièces justificatives sont à joindre au dossier initial? Dans un dossier FSU, il y a donc 50 plus pièces jointes. Donc là, l'ensemble des pièces justificatives qu'on a mentionnées avant sont à joindre à la demande de subvention. Et effectivement, dans un dossier FSE, il y a beaucoup de pièces jointes. Euh, Sachant que nous, de toute façon, en instruction, on a une espèce de checklist où on est un petit peu obligé par nos procédures de vérifier un ensemble de pièces jointes. Donc, s'il en manque, on vous les demandera. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre réponse. Est-ce que les mises à disposition de personnel pourraient rentrer dans les dépenses directes de personnel? Oui, exactement. Donc les mises à disposition de personnel sont indiquées dans les dépenses directes de personnel, donc directement dans votre demande de subvention et dans le plan de financement. Du coup, ça c'est oui. J'ai bien noté que le temps de travail mensuel consacré au projet doit être fixe. Est-ce que ça doit être obligatoirement sur toute la durée du projet? Non, donc il est possible par exemple en année 1, qu'une personne soit à 100% et qu'en année 2, elle soit seulement à 50%. Dans la lettre de mission, vous pouvez le préciser. Donc en indiquant les différentes dates. Pour être sûr de bien comprendre la question des consortiums, est-ce que cela induit donc que les salariés valorisés sur l'opération doivent être salariés de la structure déposant le dossier avec une mise à disposition en local? Ou peut-on imaginer un autre schéma avec des salariés employés localement et mis à disposition pour la fédération nationale? Alors attendez, j'essaie de comprendre la question en même temps. Euh, je, je- je pense que l'autre schéma est aussi possible. En fait, si on a une convention de mise à disposition qui indique bien les différentes conditions, pour moi, il n'y a pas vraiment d'obstacle. Après, si vous voulez, vous pouvez nous contacter et on pourra peut-être se faire un petit point pour en discuter. Ce sera peut-être plus simple. Oui, bah pour compléter, je dirais même que donc, il y a une structure qui va donc porter le projet et qui va monter le dossier FSE sur la plateforme. Et ensuite, donc, on va dire, la fédération, la tête de réseau au niveau national. Et ensuite, on peut avoir donc ces sortes d'antennes locales qui, elles, vont prêter leurs salariés à la fédération nationale. Je le vois plutôt dans ce sens-là. Donc, le local qui prête au national, en tout cas dans le cadre de votre question. J'imagine plutôt le deuxième schéma. Mm. Ouais, mais peut-être à discuter directement. Ok, pour les dépenses de fonctionnement, frais de déplacement, quel type de documents de mise en concurrence pouvons-nous fournir? Plusieurs billets de train SNCF. Oui, exactement. Donc, enfin, pour la mise en concurrence, donc par exemple pour les frais de déplacement, bah, il n'y a pas besoin de mise en concurrence avec la SNCF. Euh, donc en fait, la mise en concurrence, ça va être vraiment par exemple, la location de salle, ce genre de choses. On va dire que les dépenses avec un peu grosse monopole enfin, ça va être un petit peu compliqué de faire de la mise en concurrence. Voilà. Donc ouais, sur les frais de déplacement, je sais pas Anthony, toi, ce que tu dirais, mais sur les frais de déplacement, souvent la mise en concurrence n'est pas On nécessairement n'en a pas parce qu'il y a une demandée. situation Ouais, de monopole ou quasi-monopole de ouais, c'est fait. ça. Donc, non. Mm. Une association tête de réseau créée il y a moins d'un an peut-elle être la structure porteuse du projet? Ceci sans pouvoir justifier de plus d'un an d'existence et de clôture de compte. Alors ça également, c'est une question qu'on a déjà eue. Alors,
En fait, nous, lors de notre instruction, on s'appuie, donc on fait une analyse de la viabilité financière, puisqu'en fait, on sait que le FSE, donc, qui agit sur remboursement, peut mettre en difficulté certaines structures. Donc, nous aussi, c'est notre responsabilité de faire en sorte que la structure est capable de pouvoir avancer des frais. Donc, c'est vrai que 1 an d'existence sans pouvoir justifier du coup de compte de résultats et de bilan, voilà, en tout cas, on instruira le dossier, mais on en prendra bien sûr compte. Après, tout dépend du coup de si cette association bénéficie d'un réseau un peu solide autour d'elle. Voilà. Donc, pareil, ça, dans notre instruction, on- en tout cas, on y fera attention. Je regarde les autres questions. Dans tous les cas, faut-il remplir des fiches de temps? Est-ce pour tous les salariés affectés au projet ou seulement pour ceux qui travaillent à temps partiel? Les fiches temps sont pas autorisées sur cet appel à projet, seulement des lettres de mission. Et donc ça, c'est pour tous les salariés affectés au projet. Donc qu'ils soient à 100% ou moins. Y compris ceux qui travaillent à temps partiel dans la structure. Pour cet appel à projet, ce sont les structures de l'ESS qui sont éligibles. Est-il attendu d'adhérer à un réseau de l'ESS ou avoir des actions et un projet associatif lié à l'ESS? Est-il suffisant? Et peut-être, Mickaël, je te laisse répondre à cette question. Ouais, pardon, j'avais pas mon micro. Euh, Est-il entendu d'adhérer à un réseau de l'ESS ou à des actions et un projet associatif à l'ESS est-il suffisant? J'ai du mal à voir le cas d'usage là. À la limite, je veux bien que vous nous recontactiez et on en discute, mais oui, stricto sensu par rapport à l'appel à projet, on vise à financer des entreprises de l'ESS loi 2014. Donc, si ce n'est pas le cas, la réponse est non, vous ne serez pas éligible. Et si vous adhérez à un réseau de l'ESS, mais que vous n'êtes pas de l'ESS vous-même, euh, pour moi, non, ça ne passe pas. Et s'il y a besoin d'en discuter plus, n'hésitez pas à nous contacter. Oui. Pour le contrat de travail d'auto-entrepreneur, oui, bah du coup, je conseille aux porteurs de projets de revenir vers nous un peu pour les conditions de mise à disposition. Ce sera certainement plus adapté. Bonjour, en cas de mise à dispo entre une structure soumise à la TVA et une structure non, quelle base est retenue par le FSC? TTC ou HT? Anthony, toi, tu as la réponse à ça ou pas? Pour tout être franc, non, j'ai pas la réponse à cette question. Euh, Après, nous, on rembourse sur la base ben, des factures, mais aussi des bulletins de salaire. Donc, c'est vraiment ce qui fait foi. Après, non, je vous invite à revenir vers nous là-dessus, parce que j'avoue que là, j'ai un sacré trou sur le TTC ou Hmm. HT. Donc, Ouais, il faut qu'on vérifie hein, en interne dans les procédures, mais il y avait une autre question aussi dans le module discussion donc sur ce sujet. Quelle base de dépenses est retenue? Donc en fait, nous, ce qu'on rembourse, c'est le montant sur facture. Puisque c'est en fait nous ce qu'on rembourse, c'est le montant réellement supporté par la structure porteuse de projet. Donc j'imagine TTC, mais à vérifier. Nous attendons la réponse de l'appel à projet avant de recruter une personne dédiée à 100% sur le changement d'échelle. Est-ce un problème? Nous pourrons mettre la fiche de poste. Non, non, c'est pas du tout un problème. Mettre la fiche de poste à ce stade, c'est parfait. Si on attend la réponse et l'accord du FSE pour lancer le projet, à quelle date allez-vous donner les accords et ensuite les délais de versement-remboursement? Alors, du coup, sur la question du calendrier, est-ce qu'on reviendrait pas sur ça à la fin plutôt?
Oui, oui, il y a une slide dédiée au calendrier juste à la fin. Voilà. Donc si vous le voulez bien, je vais continuer un peu sur le plan de financement et ensuite on prendra d'autres questions. Donc, pour revenir à notre plan de financement, donc une fois que vous avez déclaré toutes vos dépenses, donc personnel, fonctionnement et prestations, si vous optez sur le forfait de 15%, vous allez devoir également indiquer les ressources. Et donc, pour déclarer une ressource, pareil, bah, du coup, ça va être dans le plan de financement ressources, sachant que les subventions que vous allez affecter, donc soit vous les affectez intégralement, soit vous les affectez partiellement. Et si vous les affectez partiellement, c'est-à-dire quand on dit périmètre différent, ça veut dire que par exemple vous recevez une subvention de 100 000 euros et vous mettez 20 000 euros sur le projet FSE. Là, on- on part du principe que le périmètre est différent. Et donc du coup, en cas d'affectation partielle, il faut justifier pourquoi vous avez mis que 20 000 euros, donc par une attestation de cofinancement ou une lettre d'intention signée du cofinanceur, sachant qu'on a des modèles qui vous seront fournis. Le montant FSE sollicité doit être saisi manuellement dans le tableau de ressources prévisionnelles, donc n'oubliez pas de l'indiquer. Et pour ce faire, vous allez créer une ligne de ressources et sélectionner la catégorie fonds européens. Vous mettez FSE+, et vous indiquez le montant FSE sollicité, sachant que il faut bien indiquer 40% maximum pour que bah, les critères de l'appel à projet soient respectés. Et ensuite, dans l'onglet validation, donc là, vous allez pouvoir indiquer toutes vos pièces jointes. Et ici, en fait, ça va être les pièces jointes un peu hors dépenses, puisque comme vous l'avez vu précédemment dans les différents tableaux, vous aviez des endroits pour mettre les pièces jointes. Il se peut qu'il y ait des pièces jointes un peu autres que vous voulez ajouter. Et dans ce cas, ça va se faire dans l'onglet validation. Et donc, du coup, ça peut être pas les justificatifs de publicité, des bulletins de salaire, contrat de travail, lettre de mission, attestation de cofinanceur. Donc là, vous allez pouvoir ajouter tout un tas de lignes. Et donc, vous pouvez mettre vos pièces ici. Euh, pour valider et déposer la demande, donc on vous demande une extrême vigilance du coup sur les coordonnées renseignées. Donc vérifiez bien qu'elles soient valides. Parce qu'en fait, on a un processus d'authentification de signature électronique et il y a un SMS qui est envoyé au signataire de votre structure. Donc, vérifiez bien que ce soit bien le bon numéro. Euh, Puisque, en fait, en cas d'erreur, le renouvellement de la procédure est possible qu'après 14 jours. Donc, ça peut être un petit peu compliqué, donc surtout si la fin de la période d'appel à projet approche. Donc, vérifiez extrêmement. Enfin, faites très attention au numéro de téléphone. Sachant que du coup, les demandes de subvention, elles doivent être signées et déposées avant le 29 septembre 2025 à 23h59. Encore une fois, on fait de la prévention sur ça. On sait que on reçoit les demandes de subvention souvent 10 minutes avant la fin. On vous demande d'être extrêmement vigilant parce que ma démarche FSE est une belle plateforme, mais malheureusement, elle a des failles. Et du coup, on n'est pas à l'abri de certains bugs techniques. Donc, nous, on peut que vous conseiller d'anticiper sur ce dépôt. Voilà. Peut-être pour le Puisqu'en fait, préciser, parce que ça arrive, on oui, n'est pas dispo au téléphone à 23h40, parce que des fois on essaie de nous appeler exactement. en catastrophe, mais malheureusement on ne pourra pas répondre. Exactement. On a toujours tout un tas d'appels à 23h40, mais oui, on ne sera pas au bureau. Et aussi, sachez que nous, enfin, on pourra rien faire si la demande de subvention est déposée après cette date, hein. C'est bloqué par la plateforme et on n'a aucun levier. Et du coup, après confirmation de l'envoi de l'attestation d'engagement, donc le signataire il reçoit la notification par mail d'invitation à signer électroniquement l'attestation. Et donc, du coup, c'est seulement là que la demande nous est transmise et donc elle passe au statut déposé. Pour le calendrier, Anthony, tu veux reprendre ou...
Bon, oui, je peux faire le calendrier. Donc, comme Émile l'a dit, la date limite de dépôt de la demande, c'est donc le lundi 29 septembre à 23h59, et malheureusement pas après. Donc ensuite, une fois, donc début octobre, nous, on reçoit toutes les demandes de subvention. Donc, l'instruction va être réalisée par l'organisme intermédiaire de la vise, les équipes métiers ainsi qu'un prestataire. En fonction du nombre de candidatures, l'instruction peut durer entre 4 à 6 mois. Après, c'est vraiment une projection. On aura une meilleure visibilité début octobre. L'objectif pour nous est de faire un comité de programmation pour présenter les dossiers qui ont été déposés au deuxième trimestre 2026. Une fois ce comité passé, donc il sélectionne les dossiers qui vont être soutenus, vous recevez une lettre de notification pour les dossiers qui sont soutenus, ainsi qu'une lettre de rejet pour les autres. Dans la foulée, quelques semaines après ce comité de programmation, on passe donc au conventionnement des opérations qui auront été sélectionnées. Une fois la convention effectuée, on peut donc vous verser une avance d'un montant de 20% de FSE du montant global de votre projet. Puis ensuite, donc, votre projet se déroule hein, pendant l'année 2026, voire 2027. Pendant cette période-là, on peut réaliser aussi une visite sur place de votre opération. Et donc, pendant la réalisation de votre projet, vous aurez ce qu'on appelle des bilans, donc un bilan intermédiaire d'exécution en cours de projet, ainsi qu'un bilan final, donc souvent 6 mois après la fin de votre projet. Et quand vous déposez ces bilans, ils font l'objet d'un contrôle de service fait par nos équipes. Et une fois ce contrôle effectué sur la base des dépenses que vous avez valorisées dans vos bilans, et sous réserve de possibles rejets, vous pouvez bénéficier d'un paiement. Donc, on vous rembourse les dépenses engagées. Donc ensuite, on va répondre aux dernières questions qui ont été posées dans le chat, mais à la suite de ce webinaire, si vous avez encore des questions ou besoin de sollicitations, n'hésitez pas à aller directement sur l'adresse mail qui s'affiche, donc Mm. contact@avis.org ou par le numéro de téléphone suivant. On répondra à toutes vos sollicitations. N'hésitez pas à le faire assez rapidement parce que le mois de septembre passe vite et nous sommes beaucoup sollicités sur l'appel à projet. Et enfin, si besoin, à nouveau, on vous donne les ressources qui sont disponibles sur le site de l'Avis pour les guides et les informations sur l'appel à projet. Vous pouvez également retrouver donc l'ancien webinaire qui a été présenté début juillet sur l'appel à projet, ainsi que le webinaire d'aujourd'hui qui sera disponible dans les prochains jours sur le YouTube de l'Avis. Et enfin, vous pouvez à nouveau retrouver le guide pratique sur le FSE+. Ouais, merci Anthony. Donc là, je pense que les deux premières questions ont été répondues. Sur la question sur les conditions de prestation, donc enfin, elles doivent être imputables à 100% au projet FSE. Après, s'il y a des questions un petit peu plus précises, je vous invite à nous contacter directement pour qu'on fasse un point dédié et pour qu'on ait en tête du coup le projet. Ce sera peut-être un petit peu plus simple pour nous. L'attestation du cofinanceur est-elle obligatoire pour le dépôt du dossier ex-ADEME? Alors, les attestations de cofinanceurs sont pas obligatoires pour la demande de subvention. Elles le sont par contre pour, au bilan. Donc, pas d'inquiétude. Le taux de l'avance est de 20%. Si des nouvelles dépenses liées au projet interviennent à posteriori du dépôt du dossier et donc sans avoir été qualifiées dans le dossier, pourront-elles prises en compte? Alors, il y a plusieurs sujets. Soit les nouvelles dépenses, elles remplacent d'autres dépenses qui avaient été prévues mais qui ne le sont plus. Et dans ce cas-là, on rentre toujours dans ce qui a été conventionné. Parce qu'en fait, la logique du FSC, c'est que on pourra jamais aller au-delà de ce qui a été conventionné, donc en termes de subvention FSE. Si par exemple, si pour le coup, c'est des dépenses un peu d'autres dépenses, il faudra faire du coup un avenant pour pouvoir augmenter du coup la participation FSE max. Peut-on créer plusieurs accès pour un même dossier, plusieurs adresses mail? Alors oui, oui, il est tout à fait possible de rattacher plusieurs comptes utilisateurs à une structure. Je me permets juste, parce que on a eu beaucoup de fois la question sur les accès à la plateforme. Donc, il y a un compte qui va donc créer son compte et la fiche établissement sur ma démarche FSE+. Et ensuite, c'est via ce compte-là Mm. qu'il pourra ajouter donc dans la fiche établissement, dans l'espace utilisateur, des autres adresses mail pour avoir plusieurs accès sur la plateforme. Voilà. Oui, c'est ça, mais c'est le compte maître du coup qui a la main dessus. Tout à fait. Euh,
Voilà, je vois pas d'autres questions. Pour toutes les personnes à qui on a dit de nous recontacter directement, bah, on vous invite à le faire pour qu'on puisse vous aider au mieux. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a plus qu'à vous souhaiter bah, bon courage du coup pour le dépôt de la demande de subvention. Et puis on reste à votre dispo toujours. Et, Peut-être juste et pour du coup, là, la prise de contact, tout simplement via la boîte mail ouais, c'est ça. contact@avis.org. Et on veille activement par rapport à cet appel à projet. Oui, on essaye d'être très réactif. Et on fait pas mal de visio donc avec les différents structures, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et sachant que du coup le webinaire sera disponible du coup sur un lien YouTube qu'on vous transmettra. Bah, merci beaucoup. Bonne Très journée. bonne journée. Au Question. revoir. Donc, bonne Au journée à revoir. tous. Au revoir.